Pour ce deuxième numéro de la Rétro 2025, cap sur l'enseignement supérieur et l'éducation nationale, deux secteurs clés marqués cette année par plusieurs réformes en cours. Nous irons aussi à Tambacounda, une région qui a vécu une année charnière. Regardez. Et nous revenons sur ces nombreuses réformes et innovations dans l'enseignement supérieur. L'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation qui s'est tenu cette année a permis de réfléchir sur une nouvelle orientation en phase avec les nouvelles politiques sectorielles. L'harmonisation du calendrier académique s'est poursuivie en 2025, en plus du recrutement de 500 enseignants-chercheurs. Mais l'année académique a été marquée par des tensions, comme vous le savez, dans les universités, notamment à l'UQAD, suite à des divergences sur le paiement des bourses. Cédina Alunfal revient sur toutes ces actualités. La dynamique de stabilisation du calendrier académique s'est consolidée en 2025. Une année de rupture, de réforme et d'innovation dans le secteur de l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Le lancement du recrutement exceptionnel de 500 enseignants-chercheurs et formateurs pour les établissements publics d'enseignement supérieur a constitué une mesure phare qui vise à renforcer l'encadrement au sein des institutions. Cette initiative a été menée dans le cadre de l'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. L'ANTESRI, ce cadre de réflexion qui s'est tenu au mois de juillet, avait pour but de faire de l'enseignement supérieur un moteur de développement. Le premier salon universitaire de l'innovation, de l'apprentissage et de la formation, organisé un mois plus tôt en juin, a aidé les bacheliers à choisir des filières et à saisir les opportunités d'insertion professionnelle. Les chantiers universitaires se sont poursuivis avec notamment l'Université Souleymane Niang de Matam qui devrait accueillir ses premiers étudiants en 2026. L'année 2025 a vu la mise en œuvre de programmes pour le développement de la recherche et de l'innovation, longtemps considérés comme parents pauvres. Le gouvernement a ainsi procédé à la mise en place d'un Fonds national de développement de la recherche et de l'innovation. Il s'agit de renforcer des structures de recherche et de former des chercheurs et ingénieurs de pointe et de disposer également d'un capital humain de qualité. 2025, une année marquée par des innovations, mais également par des tensions. Des violences ont éclaté dans plusieurs universités, notamment à l'UQAD. Les étudiants réclamaient le paiement de leurs arriérés de bourse. Après 3 semaines de bras de fer avec les autorités, les étudiants ont finalement suspendu leur mot d'ordre de grève en attendant de trouver un accord définitif avec la tutelle. Repenser l'enseignement supérieur et repositionner la recherche et l'innovation, deux axes majeurs qui ont marqué le secteur en 2025. Dans l'éducation nationale, on se souvient de la digitalisation accélérée, le recrutement massif d'enseignants, les nouvelles réformes pédagogiques. Malgré des défis persistants, l'État renforce son ambition avec un budget en hausse pour 2026, une volonté claire d'améliorer l'école sénégalaise et d'assurer plus d'équité sur tout le territoire. Sarah Louia Senghor. L'année 2025 est marquée par de profondes transformations numériques pour l'éducation nationale. Dès janvier, le ministère lance la stratégie 2025-2029, un plan de 232 millions de dollars pour moderniser l'école conformément à la vision Sénégal 2050. L'année est aussi marquée par un effort inédit en ressources humaines. Recrutement spécial de 2000 enseignants, 4000 élèves maîtres, 1486 professeurs du moyen et du secondaire, 36 professeurs d'éducation physique et sportive. Une autre avancée importante, l'adoption de nouveaux décrets pour les enseignants décisionnaires. Les réformes touchent également les curricula et les assises des Daras tenues en septembre renforcent la place de l'enseignement coranique. Le gouvernement confirme aussi une mesure stratégique, l'introduction de l'anglais dès le préscolaire et l'élémentaire. Par ailleurs, les lycées Armée Nation de Sédhiou et Kaffrine ouvrent dans de bonnes conditions pour l'année 2024-2025. Avec le ministère des Forces armées, le PURAP est lancé à Sédhiou pour résorber les abris provisoires. 2025 révèle aussi un symbole fort. Pape Nathan Gombay
élève en situation de handicap, devenu le premier lauréat du prix spécial Gaïndé de la performance, récompensé par le chef de l'État. Son succès au baccalauréat, mention bien, inspire toute une nation. Également parmi les mesures phares de l'année, la suppression de l'entrée en 6e et l'interdiction du téléphone portable à l'école, largement saluée malgré quelques débats. Mais des défis persistent. Selon la COSYDEP, 1 500 000 enfants restent hors du système. 410 000 élèves n'ont pas d'acte de naissance. Le pays accuse également un déficit de 48 696 salles de classe, 4 527 enseignants et compte encore plus de 7 000 abris provisoires. S'y ajoutent les questions toujours sensibles, le débat sur le voile, les grèves, les contraintes horaires et la baisse du taux de réussite au baccalauréat, 47,62% contre 50,50% l'année précédente. Pourtant, l'année se clôt sur une dynamique positive et les perspectives sont ambitieuses. Pour 2026, le budget du ministère atteint 990,75 milliards de francs CFA, en hausse de 15,7 milliards. Une progression qui témoigne de la volonté d'accélérer la transformation du système éducatif, d'améliorer les conditions d'apprentissage et de garantir davantage d'équité sur tout le territoire. Jetons à présent un œil sur notre carte pour découvrir notre destination du jour, et c'est bien Tambacounda. Entre inondations répétitives et parfois meurtrières, mesures économiques fortes et renforcement de la sécurité, l'année 2025 aura profondément marqué le Sénégal oriental. Retour sur quelques-uns de ces événements avec Tidiane Cissé. Nous sommes le 14 juillet 2025. Des pluies diluviennes viennent de s'abattre sur la commune de Tambacounda, surprenant toute la population. Entre 14h et 23h, plus de 112 mm de pluie sont enregistrés, des précipitations qui provoquent le débordement du Mamakunda, un bras de fleuve qui traverse la ville de Tambacounda d'est en ouest. Résultat, des maisons sont inondées, des véhicules et commerces submergés. La circulation devient un véritable casse-tête pour les motocyclistes, automobilistes et même pour les piétons. Un mois plus tard, le même scénario se répète. Plus de 150 mm de pluie tombent cette fois-ci en quelques heures seulement. Plusieurs quartiers situés le long du Mamakunda sont envahis par les eaux. Une femme va même trouver la mort au quartier Dépôt, sans compter les habitations détruites. Dans le département de Bakel également, la commune de Balou n'est pas épargnée. Comme en 2024, des localités telles que Golmi, Arundu et Yafera se retrouvent sous les eaux. Des familles sont contraintes de s'installer dans des écoles ou dans des abris de fortune à l'entrée du village. Celles qui sont restées sur place sont obligées de se déplacer désormais en pirogue. 2025, c'est aussi une année marquante pour les producteurs de bananes de la région de Tambacounda. Pour soutenir la filière, l'État a décidé le 1er septembre de geler les importations de bananes sur toute l'étendue du territoire national pour une durée de 3 mois. Une mesure inédite pour la filière banane du Sénégal. En 2 mois et demi seulement, plus de 23 000 tonnes sont écoulées, générant ainsi un chiffre d'affaires de près de 10 milliards de francs CFA. Sur le plan sécuritaire, les autorités ont procédé à l'inauguration de plusieurs infrastructures de sécurité à l'est du pays. Une légion de gendarmerie et une brigade de recherche à Kédougou, un groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention, le Garci 2 à Saraya, une autre brigade de recherche à Tambacounda. L'objectif pour les autorités est de renforcer la sécurité des populations et leurs biens dans une région stratégique, riche en ressources minières et située à la frontière de plusieurs pays confrontés à des défis sécuritaires. L'éducation nationale et l'enseignement supérieur, 2 secteurs au cœur des attentes. Et comme annoncé tout à l'heure, nous recevons ce soir le professeur Souleymane Bachir Diagne pour justement évoquer toutes ces questions. Bonsoir professeur et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Écoutez, merci de me l'avoir adressé. C'est ça. Alors professeur, comment est-ce que vous décrirez l'état actuel de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur au Sénégal ? Écoutez, permettez-moi de vous dire que j'ai profité d'ailleurs du fait que ces jours derniers, nous avons fêté le centenaire d'un grand lycée de notre pays, qui est le lycée Van Vollenhoven d'abord et Lamine Gueye ensuite, pour réfléchir avec mes camarades anciens élèves de cette prestigieuse institution à l'état de notre système d'éducation. La première remarque qu'il faut faire, c'est qu'on parle de l'école aujourd'hui au singulier. Il y a une diversité
incroyable de l'offre éducative dans notre pays. Il y a eu un développement considérable de l'enseignement privé. Et donc, lorsque nous parlons de l'état de l'école, nous pensons davantage à l'état de l'école publique. Et il faut bien reconnaître que cet état n'est pas très reluisant. Malheureusement, l'école publique n'est pas au mieux de sa forme et demande une réforme profonde. Et dans l'enseignement supérieur, est-ce que vous avez l'impression qu'on assiste au même scénario? Alors, évidemment, ce qui se passe dans l'enseignement secondaire se reflète dans l'enseignement supérieur. Prenons le cas précis d'un indicateur de la crise que traverse aujourd'hui notre système éducatif. Est-ce que vous savez combien d'élèves il y a en terminale S1 au lycée Lamine Gueye? 2. 2 élèves. Seulement? 2 élèves seulement en terminale S1. Et ceci est un excellent indicateur. La bonne santé de cette série, qui a toujours été une série d'excellence, non seulement pour les sciences, mais aussi pour les humanités. La bonne santé de cette série est toujours un excellent indicateur de l'état de forme de notre système éducatif. Et pourtant, les initiatives ne manquent pas pour justement renverser la tendance, inciter les élèves à plus aller vers les filières scientifiques, justement. C'est nécessaire parce que vous me parliez de l'enseignement supérieur. Eh bien, dans l'enseignement supérieur aujourd'hui, nous avons une masse de bacheliers qui arrivent avec un taux de réussite qui n'est pas extraordinaire. Je crois qu'il reste en dessous de 50%. Mais bien qu'il soit insuffisant, ce taux, il est quand même en mesure d'amener un nombre que les universités, à l'heure actuelle, ne peuvent pas absorber. Difficultés qui viennent précisément de ce flux d'élèves qui sont de manière disproportionnée inscrits dans des filières littéraires, dites littéraires, mais qui n'en sont pas véritablement. Oui. Alors, selon vous, professeur, quelles devraient dans ce cas être les priorités dans l'éducation nationale, aussi bien que l'enseignement supérieur? L'alpha et l'oméga de toute réforme future de notre système éducatif, ça doit être celui-là. Comment faire en sorte de redresser la barre et de faire que cette disproportion insoutenable entre des filières dites littéraires et des filières scientifiques soit réduite et annulée à moyen terme, disons. Et cela demande de l'investissement. Parce que ces filières-là, ce sont des filières qui demandent un financement. Il faut des laboratoires, il faut que les élèves puissent manipuler, il faut que les élèves puissent avoir des expériences, y compris d'ailleurs en utilisant la réalité virtuelle. Parce que si on ne peut pas réaliser toujours des expériences de chimie, on peut utiliser aujourd'hui le numérique, le digital, pour faire en sorte... Il y a l'intelligence artificielle qui offre énormément de possibilités. Absolument, voilà une possibilité, voilà un moyen d'utiliser cette intelligence artificielle pour des expériences qui seraient des expériences simulées, par exemple. Alors, il y a aussi beaucoup de réformes qui ont été lancées et annoncées en même temps pour justement améliorer la qualité de notre système éducatif, des réformes qui vont des infrastructures au recrutement d'enseignants, l'introduction de l'anglais par exemple. Mais si ces réformes, toutes ces réformes annoncées venaient à être concrétisées, alors à quel type d'éducation ou à quel type de système éducatif aurons-nous dans ce cas? Écoutez, si ces réformes sont toutes réalisées, évidemment, nous aurons une situation infiniment plus prometteuse et plus brillante, en tout cas, que celle que nous vivons aujourd'hui. Mais ce que vous avez indiqué sur la volonté de notre pays de s'engager dans une politique de pluralisme linguistique, ceci est très important. Évidemment, il faut que nos systèmes d'enseignement, la constitution et la transmission de nos savoirs soient ancrés dans les cultures qui sont les nôtres, soient ancrés dans les langues qui sont les nôtres, mais il faut en la matière avoir une attitude tout à fait pragmatique. Vous avez souligné l'importance de l'anglais. Aujourd'hui, il y a des tas de domaines dans la recherche où vous êtes obligé de vous exprimer en anglais, d'écrire en anglais, de lire en anglais. Et il faut que nous formions nos étudiants à cela. Gérer un pluralisme linguistique où on donnera toute sa place à l'anglais dans notre système d'éducation, toute leur place également à nos langues nationales, sans oublier notre langue de travail qui traditionnellement est la langue française. Donc avoir une attitude à la fois pragmatique et décontractée vis-à-vis des langues. Ce n'est pas nécessaire d'avoir une sorte de guerre des langues et d'affirmation nationaliste à tout propos sur les langues. Les langues sont des outils, utilisons-les de manière pragmatique et utilisons chaque langue dans le domaine qui demande cette utilisation-là.
Alors, professeur, avant de clore ce débat très intéressant, hein, on va glisser un autre mot sur l'enseignement supérieur, notamment les tensions qui ont éclaté ces derniers temps dans les universités. À l'université Charente-Diop, on l'a vu, ça a perturbé bien sûr l'année académique. Comment faire justement pour que cela revienne à la normale? Effectivement, ça a été un moment assez pénible, mais c'est quand même absurde d'avoir ainsi ce type de crise à répétition. Tout le monde le sait que la question des bourses est une question extrêmement sensible et que tout retard dans le paiement des bourses est un déclencheur immédiat. Oui. C'est totalement mécanique. Le système des bourses est devenu irrationnel. Nous parlions tout à l'heure de la réforme à mener et d'une orientation vers les STEM. En général, un État utilise un système de bourse pour deux raisons. D'une part, soutenir les plus défavorisés et deuxièmement, encourager les directions dans lesquelles cet État souhaite voir les étudiants s'engager. Si on n'a pas une attitude autoritaire et directrice en matière d'orientation, on oriente précisément par un système d'attractivité. Attractivité des études scientifiques, ça signifie peut-être décider de mettre des bourses de préférence dans ces domaines-là, etc. Oui. Si vous avez un système qui est un système de saupoudrage, tout le monde doit avoir quelque chose, eh bien, vous n'avez plus une politique des bourses parce que vous ne contrôlez plus cela. Absolument. Merci beaucoup, professeur Souleymane Bachir Diagne, pour cet éclairage. Merci d'avoir été avec nous ce soir. C'était un plaisir. Merci infiniment. C'est ça. Merci également à vous d'avoir suivi ce numéro de la Rétro 2025, un numéro consacré donc à l'éducation nationale et à l'enseignement supérieur. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro. Merci à tous.